Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Aujourd'hui je vais décevoir ceux qui adorent la bande dessinée parce que je vous fais un topo sur mes dernières lectures, donc du mois de février à mars, mais en roman. Si ça vous tente pas en fait, attendez la vidéo suivante. C'est sûr que je fais toujours moins de vues dès que je parle de roman, parce que je pense que vous êtes tous à préférer la BD, bref, en tout cas en majorité. Mais c'est ça, restez si vous allez vouloir connaître mes dernières lectures, effectivement, de ces 2 derniers mois. J'en ai 8 à vous présenter, je vous les présenterai pas crescendo, genre j'aime moins, etc. Je vais vous les présenter dans l'ordre des lectures. On va démarrer tout de suite, sauf que si vous voulez vous abonner avant, n'hésitez pas. Si vous voulez la cloche, etc., notification et tout le tintouin, allez-y, allez-y. On va attaquer tout de suite avec le premier. Alors j'ai un pense-bête parce qu'effectivement, j'ai 4 services de presse que j'avais récupérés à la librairie que j'ai lus. Donc du coup, je l'ai plus en papier. Mais de toute façon, je vous mets toujours les couvertures des livres sur le côté parce que manier les bouquins, c'est... Je préfère montrer les images sur BD. Sur les livres, il n'y a pas besoin. Juste la pochette, ça suffit. Puis c'est ça. Donc on va démarrer tout de suite avec un premier roman qui est chez Kalman Levy. Et c'est Coco Mellors, en fait, qui a écrit Les Sœurs Blue. Donc en anglais, c'est Blue Sisters. C'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert la plume de cette autrice-là via ce bouquin-là. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé en fait sa façon de voir l'humain. On va suivre en fait 4 sœurs, 3 qui sont vivantes et une qui est décédée. Donc il y en a une qui est... Alors elles ont tous des prénoms qui se terminent en Y. Donc la première c'est Avery, elle est avocate. La deuxième c'est Bonnie, elle vit à Los Angeles, elle est boxeuse. Puis la troisième c'est Lucky, qui est donc la plus jeune, qui est en fait mannequin. Et la personne qui est décédée, donc la quatrième sœur, c'est Nikki. Et puis alors elle, par contre, c'est ça, on ne sait pas trop, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais enfin bref. Et on va suivre effectivement le parcours de ces 3 filles par rapport au décès de leur sœur, qui les a énormément marquées. Il faut savoir que ce bouquin-là, c'est pas pleurnichard, c'est pas triste, c'est beaucoup dans la vie, en fait. Et j'aime beaucoup les parcours des 3 filles, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce bouquin-là. Parce que c'est hyper costaud, en fait. On a vraiment l'impression de les connaître, on a envie de les connaître aussi. L'avocate, elle est pleine de sous, puis elle préfère les filles, donc elle est en couple depuis plusieurs années avec une femme. Mais c'est ça, elle a des écueils, elle a des chemins qu'elle n'ose pas emprunter, ou qu'elle ose emprunter, puis ça fout en l'air des choses. Elles sont toutes les 3, en fait, avec des problématiques très spécifiques. Donc c'est vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que ça les rend très humaines. Bonnie, c'est celle qui est boxeuse. C'est celle que j'ai préférée, en fait, parce que elle est boxeuse, donc elle est quand même dans un univers qui est, j'allais dire, un peu violent. Quand même, c'est un sport qui fait pas dans la dentelle, disons. Puis elle est très touchante, en fait, malgré tout. Même si elle est allée vers ce métier-là, qui est quand même, je tape sur la gueule des autres, là, disons, pour gagner des matchs. Elle est très touchante, elle est très sensible, elle est vraiment intéressante comme personnage. J'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, cette fille-là. Lucky, elle est vraiment dans le milieu du mannequinat, donc drogue, machin, soirée à n'en plus finir, elle sait même plus chez qui elle se réveille. C'est assez violent, je trouve. C'est assez violent, effectivement, son parcours, d'autant qu'elle est quand même assez jeune. Je pense qu'elle a même pas 30 ans, donc c'est sûr qu'elle a pas 30 ans, elle est mannequin, donc forcément les carrières se terminent à 24 ou 23 ou 22. Elle a commencé sa carrière quand même assez jeune. Et ces filles-là, en fait, vont commencer à reprendre contact les unes avec les autres, comme si elles s'étaient un petit peu perdues de vue, du fait que leur 4e sœur, en fait, est décédée. Puis on va savoir de quelle façon la 4e sœur est décédée aussi. Donc c'est encore quelque chose d'assez extrêmement dans la vie, en fait. C'est super dans la vie, même si c'est extrêmement bouleversant. Parce que les parcours de ces 4 femmes est complètement atypique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est... heureusement que ça n'arrive pas à tout le monde, parce qu'on se flinguerait tous. Enfin, c'est assez dur, hein. C'est vraiment assez dur. Mais l'écriture de Coco Mellors est vraiment intéressante. Enfin, il y a de l'humour, il y a une douceur, il y a une violence aussi, effectivement, dans les termes, mais ça reste toujours extrêmement carré. J'ai beaucoup aimé l'échange de dialogues. Ces dialogues sont super bien foutus, en fait. Ça coule de source. C'est comme si on écoutait effectivement les personnes discourir entre elles. Donc j'ai vraiment aimé ma lecture. Ensuite, une autrice que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà lu 2 romans, je pense. Alors là aussi, côté violence, ça se pose là. C'est Adeline Dieudonné et ça s'appelle Kérosène. Donc là, en fait, elle situe son roman dans une station-service et elle décrit plusieurs personnages avec différentes problématiques. Il faut savoir qu'Adeline Dieudonné, en général, ses thèmes sont quand même assez durs aussi. Au niveau humain, c'est assez bouleversant et complètement fucké souvent.
parce que ça va loin dans la violence et le déroulement des personnages, etc. Notamment au niveau sexe, au niveau rencontre des gens, au niveau couple, au niveau... Elle a vraiment des thèmes en fait qui sont quand même assez durs. Je pense que Kérosène, c'est son premier roman, donc c'est quand même assez court, ça fait 190 pages, ça se lit quand même assez rapidement. L'écriture est super bonne par exemple, la façon qu'elle a de décrire ses personnages est super intéressant aussi. Donc on aime suivre ces personnages, même si des fois ils sont un peu à côté de leur godasse. Depuis la station-service, en fait, on suit... C'est la base de l'histoire, mais on suit aussi des personnages qui arrivent à la station-service ou que d'autres personnages croisent à la station-service. Alors ça peut être à l'intérieur, voire avec un café, au moment où juste un véhicule passe pour mettre de l'essence. C'est quand même assez rencontre en fait, même quasiment rencontre du troisième type, parce que je vous dis, ces personnages sont wouhou, sont un peu olé olé. Mais encore une fois, une écriture très juste, une écriture qui va droit au but. Les scènes de sexe sont quand même assez imagées, des fois c'est un petit peu trop, enfin en tout cas c'est limite, je dirais. Mais ça dure juste le temps de quelques pages, enfin je veux dire, de quelques pages, de 1, 2, 3, 4 paragraphes, donc c'est pas gênant, ça fait aussi partie de la dynamique des personnages, donc c'est intéressant quand même, c'est pas inutile ces scènes-là. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, qui est quand même assez aiguë. C'est quelque chose qui est, enfin, d'une façon de voir les gens et de décrire les atmosphères et d'être dans la dynamique de ces personnages qui est franchement dynamique en fait. Donc oui, en tout cas c'est une actrice que je vous invite à découvrir. Comme je vous dis, c'est quand même, elle fait pas dans la dentelle non plus. Donc c'est quand même assez dur et parfois assez violent. Mais l'humanité est quand même présente. Donc c'est ça qui adoucit un petit peu la chose. Ensuite, en SP, alors faut savoir que Coco Melor, c'était aussi un SP de la librairie. Là, c'est aussi en fait un SP de la librairie que j'ai pu emprunter. Et c'est Géraldine Smith, l'autrice, et ça s'appelle Le Banc. Ça fait 272 pages, c'est quand même assez rapide à lire. Et c'est très touchant. Là, cette fois-ci, on est vraiment dans une ambiance totalement naturelle. Il y a une petite enquête policière, parce qu'en fait, on va être dans une maison de retraite qui s'appelle Les Merles Bleus. Et on va suivre un personnage principal qui s'appelle Georges, qui a 90 ans, qui est lui décédé. Et sa mort, en fait, pose un petit peu problème. On ne sait pas trop de quoi il est mort, pourquoi il est mort, etc. Donc en fait, on commence vraiment avec ça, puis ensuite on fait un retour en arrière. Donc je pense que c'est 1 an avant, je crois. Et ça reste chronologique, donc on avance petit à petit dans l'action. Et on va suivre effectivement des retraités dans une maison de retraite, et c'est truculent, intéressant, très les deux pieds dans la vie, parce qu'on va suivre vraiment des gens dans cet univers-là. Les personnages sont super authentiques. Il y a une authenticité effectivement dans sa façon d'écrire son action, ses personnages, les milieux familiaux. On va vraiment naviguer dans plein de choses extrêmement humaines. Et moi, ce qui m'a fait du bien, en fait, c'est de croiser effectivement des vieux. Parce que ça peut aider effectivement de quelle façon on peut appréhender les nôtres, nos vieux à nous, quoi. De quelle façon effectivement ils vivent leur vieillesse, les amitiés, les amours. Il y a plein de choses en fait là-dedans. Et il y a aussi un policier qui va intervenir là-dedans, qui est super intéressant aussi, qui s'appelle Moussa Mbalo. Et ce personnage-là est aussi beaucoup développé. Donc intéressant aussi. Il a une façon de contacter effectivement les personnes alentour de ce Georges qui est décédé, qui lui en fait avait comme un espèce de petit groupe. Ils sont 3 ou 4 ou 5 en fait petits vieux qui se réunissaient sur un banc pour discuter de choses et d'autres. Il y a aussi en fait une roulotte à un moment donné qui était là pour distribuer pizza ou je me souviens plus couscous, etc. Puis le type disparaît. Enfin, il y a des petites choses en fait qui nous tiennent en haleine sans que ce soit l'action principale. L'action principale, c'est vraiment la vie de Georges avant son décès. Donc ses contacts effectivement avec sa fille, avec ses amis, avec ses anciennes amours, etc. Donc c'est super doudou, c'est assez poignant quand même parce qu'on est les deux pieds dans la vieillesse, puis une vieillesse quand même affirmée parce que ça passe au-delà des 70, 80. Donc c'est quand même assez proche de la fin, je dirais. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture, effectivement. Si vous êtes intéressé par l'aspect effectivement retraite et comment les vieux effectivement naviguent dans leur fin de vie, des fois ça peut être les dernières années ou les derniers mois, etc. Allez-y, ça fait du bien. C'est sur un ton quand même assez léger, humoristique, doux, tendre. Donc, mais ces personnages sont quand même assez étoffés. Il y a quand même de la matière, donc c'est vraiment chouette à lire. Donc ça. Ensuite, j'ai lu un Fab Caro, donc Fabrice Caro,
qui est souvent avec des tons humoristiques, qui fait aussi de la bande dessinée, mais je me suis dit tiens, un roman qui est sorti, alors lui il est sorti en 2025 je pense, et ça s'appelle Les derniers jours de l'apesanteur. Heureusement c'était pas super humoristique et compagnie, mais c'était une écriture que j'ai trouvée intéressante. Là c'est pour les gens en fait souvent qui sont nés dans les années, je dirais dans les années fin 70 ou début 70, années 80, etc. Donc si on parle de terminal A, terminal B, C, pour ceux qui sont nés dans ces années-là, ça leur parlera, parce que maintenant je pense que tout est bouleversé, c'est plus du tout ça. Et on va suivre en fait différents gamins en fait dans cet univers-là. Donc à l'école, dans la famille, les premiers amours, de quelle façon effectivement les écoliers interagissent les uns avec les autres. Et on va suivre effectivement ces gamins-là dans l'année terminale. Donc ça fait quand même des gamins de 17, 18 ans, 19 ans. Il y a beaucoup de références aussi à la musique de ces années-là, à la télévision, aux jeux, à plein de choses en fait. Donc c'est quand même assez riche comme univers. Puis je vous dis, si ça intéresse les jeunes qui sont nés dans les années 2000, bah youpi. Mais sinon, c'est plus dans les années 80, 70 qu'on se retrouve dans sa façon effectivement de décrire cet univers-là. Donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je pense que je vais m'acheter la BD Zai 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 parce que je l'ai toujours pas dans ma collection, ce qui est pas normal. Pour voir c'est quel ton il utilise aussi pour aller dans l'humour. Et parce que là, c'est tendre, c'est doux, c'est gentil, c'est réel. C'est pas hyper drôle, mais il y a quand même un ton léger, parce que ces années-là, c'était ça aussi. En fait, on jouait dehors avec le voisin qu'on connaissait depuis 2 jours. Enfin, il y a tout cet aspect-là, effectivement, qui rentre dans le bouquin, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est pas documentaire, pas du tout, parce qu'on suit quand même des personnages fictifs, mais tout ce qu'ils vivent, c'est quelque chose que moi aussi j'ai vécu en fait quelque part. Peut-être pas tout là, mais il y a plein de choses effectivement qui me parlaient, notamment au niveau des références culturelles. Ça c'est sûr que il y a une résonance en moi parce que je suis de ces années-là. Mais oui, c'est une plume sympathique qui coule toute seule. Ça se lit vraiment facilement. Enfin, les personnages sont quand même attachants, même si on reste un petit peu à distance. Mais non, vraiment chouette. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu un livre de Jalil Amadou Amal, dont j'avais déjà lu le premier, en fait. Le premier, je ne sais plus c'est lequel des deux arrive en premier. Je pense que celui que j'ai lu, c'est le premier. Puis celui que j'avais déjà lu avant, c'est un deuxième roman. Là, j'ai lu Les Impatientes. Donc, ça fait 252 pages à peu près. Ça a été édité effectivement en 2020, donc ça date déjà d'un moment. L'autre livre que j'avais lu, c'est Le Harem du Roi, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ça, c'est grâce en fait à Ève, de Ève Lecture, avec un 3 à la place du deuxième E. Ève Lecture, en fait, qui l'avait recommandé, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, parce que cette autrice-là, en fait, est d'un père camerounais et d'une mère égyptienne, si je me trompe pas. On va suivre 3 femmes, en fait, qui sont au Sahel. Alors, je sais pas trop l'époque, par exemple, je pense que c'est quand même assez récent. Il me semble qu'il y a des portables, etc., donc il me semble. Puis, 3 femmes, en fait, donc 2 sœurs qui vont être contraintes d'épouser 2 personnes différentes. Donc, il y en a une qui va être obligée d'épouser un vieux, qui est plutôt riche, puis une autre qui va être obligée d'épouser en fait un de ses cousins, qui va être extrêmement violent. Donc en fait dans ces romans, cette femme-là, en fait cette écrivaine-là, décrit beaucoup en fait la condition féminine, qui est absolument abomifreuse. Franchement c'est épouvantable, parce que évidemment il y a des viols, c'est des mariages forcés, les femmes s'en sortent de façon extrêmement douloureuse et c'est pas très jojo, elles se font battre. En plus, elles sont dans des familles qui les obligent à rester avec ces hommes-là. Donc, c'est vraiment une condition féminine qui est extrêmement violente. Si vous êtes sensible effectivement à des trigger warnings comme le viol, etc., n'y allez pas. Mais ça donne vraiment le ton à la description du destin de ces femmes-là. Parce que en fait, il y a des histoires de concubines, il y a des histoires de plusieurs femmes. Parce que les hommes, effectivement, au Sahel, sont polygames. Donc des fois, la femme est là depuis des années, puis tout d'un coup, elle se retrouve à dealer avec une petite jeune que le mari vient d'épouser, donc une vingtaine d'années. Et c'est là où il y a tout un décalage. C'est la vieille femme, en fait, donc qui est la femme principale, devient complètement bouleversée. Elle ne sait pas comment dealer, effectivement, avec la nouvelle. La nouvelle, elle ne sait pas du tout dans quel type de famille elle tombe, donc c'est compliqué, en fait. Et c'est assez effrayant, sachant que je pense que c'est quand, je sais pas, c'est pas marqué, mais je pense que c'est dans les années 2000. Donc ça existe encore, ces conditions de femmes-là. C'est assez épouvantable. Dans le harem du roi, c'était le même principe, sauf qu'on voyait de quelle façon, effectivement, la femme principale se sortait d'une situation un peu inextricable. Puis, il y a des inimitiés, il y a des vengeances, il y a à l'intérieur, effectivement, de ce groupuscule-là, enfin, de cette famille-là, surtout quand il y a une jeune qui arrive, quand la vieille est encore là, enfin, la vieille, elle a 40 ans, la vieille, hein, elle est pas vieille, mais quand, effectivement, les 2 générations se heurtent et que le mari, en fait, est juste là pour faire des mômes, en fait, c'est...
En tout cas, c'est assez particulier. C'est un milieu extrêmement fermé, intolérant, sans ouverture, sans possibilité de se sauver de ça. Elles sont vraiment prises, engluées, en fait, même quasiment dans leur situation personnelle, quoi. On pourrait penser que quand elles épousent quelqu'un, que la personne soit riche ou pas, ça peut les sortir d'un marasme ou d'une famille qui peut être aussi un petit peu fuckée, disons. Puis en fait, des fois, elles retrouvent encore pire, quoi. Donc, c'est un roman vraiment coup de poing, moi, je trouve. J'ai préféré le premier, enfin, le Harem du roi, à celui-là, même si les personnages sont hyper attachants, mais on dirait qu'il y a quelque chose, elles s'en sortent pas, en fait. On reste dans la domination, effectivement, de l'homme et dans la soumission de la femme. Parce qu'elles vivent avec leur façon de considérer les choses et elles n'ont pas une vue large, elles n'ont pas une vue occidentale, en fait. Donc, c'est énervant, enfin, c'est bouleversant, puis c'est révoltant, en fait, je dirais. Donc si vous voulez lire effectivement un roman qui sort un petit peu de l'ordinaire, en tout cas de notre ordinaire d'occidental ou occidentaux, bah, lisez ça, parce que c'est super intéressant, vraiment. Ensuite, encore un SP, effectivement, récupéré à la librairie, youpi, c'est le fun. Là, on est avec Fabrice Collin en auteur, et ça s'appelle 7 jours, ça fait à peine 200 pages. Ça aussi, ça se lit quand même assez rapidement. Puis c'est un roman, en fait, un petit peu policier, un petit peu étrange, il y a un côté fantastique, un côté fantastique parce qu'on ne sait pas trop au niveau scientifique si ça a de l'allure ou pas. Mais on va suivre, en fait, Julien et Marie, qui sont un couple qui existe, en fait, qui sont collés serrés depuis quand même quelques temps. Et par un soir de tempête, ils sont comme immobilisés en voiture, puis Marie sort de la voiture et on ne la retrouve jamais. Alors Julien, il a une fille ou un fils, je me souviens plus. Oh, je me souviens plus. En tout cas, il y a un enfant de ces deux personnes-là. Je pense que c'est une fille. Et en fait, le côté fantastique du roman, c'est que il va la chercher pendant 7 ans. Et elle va réapparaître au bout de 7 ans, mais en ayant l'impression de n'avoir vécu que 7 jours. Et on apprend par le biais, effectivement, qu'elle aurait peut-être été prisonnière de quelque chose. On ne sait pas trop pourquoi, effectivement, elle pense qu'il y a juste 7 jours d'écoulés. Donc c'est compliqué, en fait. Ça se déroule super bien. C'est pas dérangeant le fait que ce soit pas forcément expliqué, le 7 jours, 7 ans, mais le décalage, le gap, le gouffre qu'il y a entre ces deux personnages-là, quand ils se retrouvent 7 ans plus tard, c'est assez génial. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que, je pense qu'il y a plusieurs enfants, non, je pense qu'il y a 2 enfants. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve, dans le roman, c'est que quand elle revient, le contact se fait uniquement avec Julien au départ, puis à la fin, effectivement, on n'a pas tant de temps de contact avec les enfants, donc, parce que les enfants ont quand même, ils ont 7 ans de plus, donc ils sont petits quand elle disparaît. Puis ils ont 16 ou 17 ans, je crois, quand elle réapparaît. Donc c'est un petit peu... Là, elle se retrouve face à la réalité, quoi. Même si elle peut constater chez Julien qu'il y a 7 ans de plus, mais les enfants sont vraiment le symbole elle a passé 7 ans ailleurs. Mais c'est ça, je trouve que le déroulement de l'intrigue se fait plus entre Julien et elle. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc qui manquait. Mais sinon, c'est super, comme je vous dis, super fluide, très... ça se déroule super bien, les personnages sont quand même attachants, surtout Julien, parce qu'on voit le côté deuil au départ, qui est quand même assez violent, parce qu'elle disparaît totalement, enfin il la cherche, il retourne sur les lieux, il la retrouve pas, quoi, enfin il sait pas où est-ce qu'elle est passée. Quand elle revient aussi, en fait, elle décrit le fait qu'elle a été à pied à tel endroit, puis les lieux sont complètement inconnus, donc il y a aussi un inspecteur de police qui rentre dans le compte. C'est quand même intéressant, c'est quand même assez intriguant, beaucoup. On n'a pas forcément les explications, en fait, mais... À la limite, c'est pas très gênant, parce que ce qui est intéressant beaucoup, c'est quand même la rencontre entre les personnages. Le fil rouge, c'est quand même le couple, et l'évolution du couple, parce qu'il y a des clashs, parce que c'est pas facile, parce que si elle a disparu, il y a peut-être une raison. Mais bref, donc tout ça, je vous en laisse le mystère, même si je vous dis, c'est pas forcément résolu, mais c'est pas gênant, en fait, pour aller jusqu'au bout du roman. Vraiment intéressant. J'ai bien aimé cette lecture-là, en fait. J'ai trouvé ça intéressant. Heureusement que c'est 200 pages, 300, 400, ça aurait été un petit peu longuet, mais 200 pages, ça se fait très bien, ça se lit super bien. Puis c'est ça. Donc non, j'ai bien aimé cette lecture-là aussi. Ensuite, j'ai lu un long roman, il fait 832 pages. C'est de Chris Whittaker. Ça faisait un moment que je voulais le lire, celui-là. Et c'est Toutes les nuances de la nuit. Beaucoup aimé ma lecture, beaucoup aimé ma lecture, mais moi j'ai un petit bémol, en fait, par rapport à tous ceux qui ont adoré, effectivement, ce bouquin-là, c'est que j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Et à la fin, j'avais besoin que ça avance, que ça se termine, que ça se conclue, enfin bref. Dans ce roman-là, en fait, on démarre dans les années 75 et on va aller 30 années plus tard.
au fur et à mesure de l'avancée du roman. Donc c'est quand même intéressant, vraiment. Dans les années 75, en fait, on est aux États-Unis, évidemment, parce que Whittaker, il est américain. Puis on est dans une petite ville qui s'appelle Montclair, donc C-L-A-R-E. On suit en fait la disparition d'un jeune garçon qui s'appelle Patch, qui va disparaître en fait pendant plusieurs jours, quasiment un tiers d'année, et qui va réapparaître à un moment donné en fait avec une mémoire complètement bersillée. Il ne sait plus trop en fait où est-ce qu'il est allé, il ne sait pas par quoi il est passé, etc. Donc on va suivre différents personnages parce que c'est quand même un roman relativement choral, disons. Et surtout parce que c'est sur plusieurs années, sur une trentaine d'années, donc c'est énorme. Puis on va suivre surtout en fait une fille qui s'appelle Saint, donc S-A-I-N-T, qui elle va toujours vouloir comprendre où était son meilleur ami, qui était Patch quand même, voire son meilleur amour. Même si effectivement la relation est un petit peu compliquée, surtout que ça commence quand même au bout de 10 ans. Puis les personnages vont évoluer effectivement au bout de 30 ans. Et il y aura toujours en fil rouge une enquête policière. Une enquête policière via un détective qui va vieillir lui aussi au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. Et aussi Saint qui va jamais lâcher le morceau en fait. Parce qu'elle va toujours vouloir savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à Patch. Puis lui, il a une mémoire en fait un peu bersillée. Il va avoir une vie de patachon, ça va être un petit peu compliqué. Ils vont se croiser, s'entrecroiser, se retrouver, s'éloigner. Lui, il va être en recherche constante parce qu'il est complètement déséquilibré en fait. Je pense qu'il y a 132 jours où je me souviens plus. Ah non, ok. C'est encore pire en fait. C'est pas un tiers d'année, c'est quasiment une année complète parce que c'est 307 jours où il a été absent. Donc même si le roman fait 832 pages, on arrive quand même à continuer à évoluer effectivement avec les personnages. On lâche pas parce que l'écriture de Chris Whittaker est addictive, honnêtement. Ces personnages sont hyper attachants. C'est très émouvant ce qui leur arrive, même si parfois c'est dur, c'est compliqué, c'est la vie en fait. Et j'ai beaucoup aimé effectivement ce roman-là, sauf que je vous dis, pour moi, à un moment donné, moi je m'essouffle en fait, quand ça rebondit encore et ça rebondit encore, même si ça rebondit en fait de façon très discrète. C'est pas des gros climax et tout d'un coup on a une explication de fou, pas du tout, c'est très doux et très déroulé, tranquille. En fait, donc à un moment donné, en fait, j'ai besoin que ça s'explique, quoi. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui intervient et qui m'explique les choses d'avant, même si les rebondissements et les déroulements et les petits clashs, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, sont super évidents et sont très dans la vie, en fait. Il n'y a pas une explication majeure du tout. C'est au fur et à mesure qu'on avance dans l'action, en fait, on a des petits cues en fait qui nous expliquent quels sont les parcours de ces personnages-là. Donc Patch est super attachant. Saint, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là parce que c'est une fille qui reste hyper droite, hyper honnête, hyper authentique dans sa façon d'être et dans sa façon de réagir effectivement par rapport à la disparition de ce petit garçon qu'elle a toujours aimé en fait finalement. Donc il y a aussi une espèce de filigrane très émouvant et très tendre par rapport à l'amour que vous, Saint, à Patch, même si c'est extrêmement discret, puis même si elle rencontre des hommes, elle fait des enfants, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Elle fait des enfants, elle en fait pas, je me souviens plus. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Si vous connaissez pas la plume de Chris Whittaker et sa façon de percevoir les hommes, je parle les hommes, l'humanité en fait, en général, allez-y. Parce qu'encore une fois, c'est l'Amérique profonde, c'est l'Amérique parfois violente, l'Amérique un peu poussiéreuse, des destins de gens qui sont parfois un petit peu compliqués, enfin parfois, qui sont souvent compliqués. C'est ça qui donne aussi le côté super intéressant au roman. Et l'attrait qu'on éprouve par rapport au personnage est là aussi. Donc ouais, non, c'est un roman que j'ai bien aimé. Je sais qu'il a écrit aussi un autre roman qui s'appelle Duchesse, qui est super intéressant aussi, mais il fait aussi 800 pages, donc je sais pas si je me lancerai dans l'aventure, mais non, c'est un romancier que j'aime beaucoup, vraiment. Et le dernier roman que je voulais vous présenter, alors lui c'est un petit peu particulier parce que c'est aussi un service de presse de la librairie, et il ne sort que le 3 juin. Je vous en parle, on est le 15 avril quand même, donc ça va vous laisser sur votre faim un petit peu. Mais c'est ça, si jamais vous avez possibilité de l'avoir en service de presse, je vous le conseillerais, parce que c'est un roman qui est vraiment intéressant, une plume en fait qui est surprenante un petit peu. C'est surtout écrit par quelqu'un que tout le monde connaît, parce que c'est une actrice, une comédienne, une réalisatrice, etc. Elle est aussi écrivaine. C'est Josiane Balasco, en fait, qui a écrit Le Dernier Sanctuaire. Donc Josiane Balasco, je vous mettrai sa tête ici. En fait, on l'a vue dans plein de films. Et on sait un petit peu sa gouaille et sa façon d'être, un petit peu qui est assez rentre-dedans et qui peut être assez forte et assez authentique aussi. Puis son Dernier Sanctuaire, en fait, est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait 400 pages à peu près. Mais c'est dystopique.
En fait, c'est une histoire complètement dystopique parce qu'on va suivre plusieurs personnages dans un environnement qui est dur parce que ça se passe uniquement dans la neige. On voit au fur et à mesure qu'on avance dans l'action, en fait, à un moment donné, le printemps va arriver, mais les actions se passent dans la neige et on va suivre plusieurs personnages. On va suivre des personnages dans une ville dirigée par quelqu'un, enfin dirigée plus ou moins par quelqu'un qui est extrêmement riche. Donc on va suivre une famille comme ça, et on va suivre en fait ce qu'on appelle les protecteurs, qui eux essayent de protéger en fait un parc que l'homme riche veut acquérir pour pouvoir faire des safaris. Donc les protecteurs sont vraiment contre, et le fait qu'ils soient planqués dans une grotte, ces protecteurs-là, empêche en fait l'homme riche d'accéder à ces terrains-là. Donc ils essayent de protéger des animaux. Alors il y a un gros message écologique évidemment dans son roman, ce qui est naturel parce que c'est vraiment c'est normal que ça se passe comme ça aussi. Il y a des forestiers qui sont des gens qui chassent. En fait, il y a souvent des appellations très génériques pour des groupuscules avec des tâches très précises. C'est pour ça que je parle de dystopie. Ça m'a un petit peu rappelé, c'est pas du tout la même action, mais ça m'a un peu rappelé en fait un univers Hunger Games où on est effectivement dans un univers complètement inventé avec des personnages qui vivent en fait des aventures qui sont très spécifiques, mais qui sont pas du tout dans l'heure actuelle en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Puis son action est quand même assez fluide. Il y a beaucoup de gros mots, je trouve. À un moment donné, je commençais à être un petit peu lassée d'entendre foutre et merde, et etc. Mais ça coule de source, en fait. C'est pas choquant, en fait. Ça donne un ton au roman qui est très actuel, et en même temps, le côté dystopique, en fait, s'en mêle et se mêle de façon très fluide. Donc ça gêne pas du tout. On pourrait essayer de retrouver Josiane Balasco là-dedans. Moi, je l'ai pas retrouvé du tout. Je veux dire, dans sa personnalité à elle. Donc c'est ça que j'ai trouvé super chouette, parce qu'on peut la lire comme une écrivaine, pas Josiane Balasco, l'actrice, mais vraiment Josiane Balasco, l'écrivaine. Donc j'ai vraiment aimé en fait ses actions. Donc je vous dis, on suit plusieurs personnages. Alors, dans les protecteurs, il y a aussi des gens qui sont d'un autre type de groupuscules qui se joignent à eux. Donc là, il y a une mentalité qui change, il y a une vision des choses qui change aussi. Puis, il y a deux personnages, en fait, qui vont arriver dans ce groupe-là. Une vieille qui a des visions un petit peu flyées, en fait, du futur, qui va vraiment les aider, en fait, à évoluer dans leur fuite, parce qu'à un moment donné, ces protecteurs-là vont devoir quitter leur grotte protectrice pour aller ailleurs, parce qu'ils sont visés par l'homme riche qui lance tout un bataillon, effectivement, pour les retrouver. Parce que le deuxième personnage est la fille de cet homme riche, qui va être sauvée par les protecteurs, parce qu'à un moment donné, elle va être blessée durant un safari où elle était comme un peu illégale, disons. Elle aurait dû être inscrite, puis elle l'a pas été. Donc elle est sauvée par les protecteurs et guérie aussi, mais elle est renvoyée, en fait. Donc il y a tout plein de liens qui se font entre les différents endroits où on trouve les protecteurs, les différents endroits où on trouve cet homme-là aussi extrêmement riche. La jeune fille a perdu sa maman. La maman, en fait, à un moment donné, il y a tout un mystère qui se met en place par rapport à ça. Donc, il y a plein de rebondissements, en fait, qui, encore une fois, pas extrêmement clinquants, explosifs, etc., mais qui sont intéressants à suivre, j'avoue. On a envie de savoir ce que sont devenus certains personnages. Il y a des personnages qui vont se lier l'un à l'autre, c'est complètement improbable, mais ça fonctionne. Il y a une ville aussi où on va se retrouver. Il y a aussi des conditions de vie, en fait, notamment urbaines, qui sont assez violentes, parce que dans l'univers qu'elle a dépeint, il y a beaucoup de prostitution, beaucoup de personnages en fait qui sont tout croches, qui sont depuis plusieurs années en fait dans un endroit avec des trafics, que ce soit de la drogue, de l'humain. Enfin, elle a quand même un univers qui est quand même assez violent, je dirais, effectivement, mais qui est très attachant aussi. Enfin, pas l'univers, mais les personnages qui traversent en fait ces univers-là sont très attachants aussi, parce qu'ils ont tous une personnalité très affirmée, et des questionnements aussi assez philosophiques, assez humains par rapport à leur parcours, leur façon de réagir par rapport à certaines situations. Donc non, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, en fait, vraiment. Je vous dis, ça sort seulement le 3 juin, mais n'hésitez pas. Alors on pourrait penser que ce serait un peu du jeune adulte au niveau de la littérature, mais non, moi du fait qu'il y a quand même pas mal de gros mots et qu'il y a quand même de la violence, et l'univers dépeint est quand même assez violent, ce serait quand même effectivement pas mal adulte à lire. Peut-être à partir de 16 ans, je pense que ça peut passer encore. Il n'y a pas de scène de sexe, il y a pas cet aspect-là quand même, mais il y a quand même un univers, comme je vous dis, prostitution, etc., qui est quand même assez bien décrit. Donc ça peut être assez visuel, disons. Et son univers, effectivement, est super intéressant, vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que j'ai lu la version non vérifiée, là, la version non corrigée.
Donc peut-être qu'il y a des paragraphes qui vont peut-être bouger, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais vraiment, vraiment, vraiment chouette. Elle a écrit aussi un recueil de nouvelles ou un recueil de poèmes, je me souviens plus exactement. Peut-être que j'envisagerais de lire ça. Mais oui, son dernier sanctuaire est vraiment, je trouve que c'est une jolie réussite. Ça se lit super bien, c'est super fastoche, il y a 400 pages à peu près. Puis ça se lit quand même vraiment bien. C'est un univers très intéressant, vraiment. Donc voilà pour ces 8 lectures que j'ai faites. C'est pas très performant, disons, entre guillemets. On s'en fout un peu. Mais c'est ça, j'ai quand même eu 8 lectures super intéressantes. Et en espérant que vous en avez peut-être déjà lu, ou peut-être que effectivement ça vous encouragerait à les lire. Mais oui, il y a différents types. Il y a de la dystopie, il y a l'Amérique profonde, il y a des enquêtes, il y a effectivement le banc où c'est extrêmement, ça se passe dans une maison de retraite, donc où c'est très tendre. Il y a plein d'univers que j'ai lus que je trouve vraiment intéressants. J'essaie de me fixer sur des bouquins qui sont entre 200 et 400 pages pour pouvoir avancer. Donc quand il y a un 800 pages, c'est un petit peu plus compliqué, ça met un peu plus de temps, mais c'est des univers super intéressants. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Puis c'est ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y, pop, pop. Et comme je vous dis, il y a du roman de temps en temps, mais il y a majoritairement de la BD. Je parle beaucoup BD, ça c'est sûr. C'est chaque semaine que j'essaie de publier ça. Puis c'est ça, puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!